Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Tech & Co, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'ultra haute émission. Vous le savez, tous les mois, on plonge dans l'actualité de la SVOD, du cinéma et puis de toutes ces technologies qui nous permettent d'apprécier ces images et ce son. Avec au sommaire de l'ultra haute émission, eh bien, on va revenir sur une nouvelle assez triste, clap de fin pour Salto, ce Netflix à la française. On va analyser tout ça avec nos experts dans quelques instants. On reviendra aussi sur le top 5 des séries qui buzzent le plus sur le site de Sens Critique, qui est le partenaire de l'ultra haute émission avec Guillaume Boutin. Et puis un invité très intéressant tout à l'heure dans cette ultra haute émission, c'est le patron de Paramount Plus en France qui va nous dérouler un petit peu la stratégie de ce nouveau service de SVOD. Et puis on s'intéressera avec Laure Foulquier à toute l'actualité de la SVOD pour ce mois de mars avec entre autres la première série d'Apple TV produite en France. Merci d'être avec nous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'ultra haute émission. Voilà l'ultra haute émission que vous pouvez retrouver bien sûr chaque mois sur la chaîne Tech & Co sur les box opérateurs, mais aussi sur YouTube et sur l'appli de SVOD RMC BFM Play, vous le savez, l'appli maison du groupe Altis. Nos experts et notre team de l'ultra haute émission est là, avec Guillaume Boutin. Bonjour Guillaume. Salut François. Le cofondateur de Sens Critique, bien sûr fidèle au poste, et en face de Guillaume, c'est Pascal Le Chevalier. Salut Pascal. Bonjour François. Notre expert en SVOD, bien sûr. On commence tout de suite par l'actu SVOD de ce mois avec Pascal. Et on va commencer par le marché du streaming français qui est en pleine forme, Pascal. Pleine forme, malgré tout ce qu'on peut lire, et en particulier, on en reparlera, la fin de Salto, le marché de la vidéo à la demande globale en France a dépassé les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors évidemment, quand on est un utilisateur, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais ça veut dire que le marché est en croissance, plus 13% cette année, ça va continuer en 2023, donc on est vraiment rentré complètement dans l'ère du streaming, en particulier sur les offres payantes. Et comme on le verra tout à l'heure, il y a de nouvelles offres qui arrivent quasiment tous les mois. Ouais, tout à fait. Et donc ça contribue à cette dynamique. Et puis on y retrouve des programmes qu'on ne trouve pas forcément sur les chaînes traditionnelles. Donc il y a une vraie dynamique qui s'est créée, un vrai engouement. Et finalement ça se traduit dans les chiffres. Je rappelle que le marché du DVD, lui, est en train de s'éteindre tout doucement. Et donc on a atteint le record historique, ces fameux 2 milliards. Alors chez nos voisins, en Angleterre, en Allemagne, etc., les chiffres sont encore plus importants, mais c'est une vraie tendance de fond et qui rebat un peu les cartes du marché de la télévision et puis surtout de nos loisirs, puisqu'on y passe de plus en plus de temps. Voilà, donc le contraste avec un marché de la SVOD en France qui se porte très bien, on est de plus en plus nombreux à profiter de tous ces services. Et je disais le paradoxe et l'actualité qui nous rattrape avec la fin de Salto, qui ferme ses portes là dans les jours qui viennent. Ça va être intéressant d'avoir votre avis tous les deux sur cet échec. Pour certains qui étaient annoncés, on en a parlé depuis le début, puisque l'ultra haute émission a été lancé bien avant l'arrivée de Salto. Alors, c'est compliqué de revenir sur le parcours un peu chaotique de ce service de SVOD. Ouais, mal né, mal vécu. Moi, le paradoxe que je note, c'est que la semaine où les chaînes annoncent, donc les 3 chaînes, France Télévisions, M6 et TF1, annoncent la fin de Salto, les 2 chaînes privées étaient à l'Arcom pour défendre le renouvellement de leur convention et mettre en avant tout leur savoir-faire en matière de streaming le fait d'annoncer qu'ils allaient devenir, grâce à leurs offres d'AVOD, donc de VOD gratuite, des leaders du streaming face aux Américains. Donc c'est un peu le côté gênant de cette histoire. Salto, je pense, a tout fait pour exister et d'ailleurs a trouvé sa place quand même, parce qu'avec quasiment 1 million d'abonnés, c'est pas neutre. Maintenant, c'était, on va dire, un trinôme compliqué à faire vivre et qui a généré beaucoup de pertes. Et puis le fait que la fusion entre TF1 et M6 ait échoué a redistribué les cartes pour chacun des groupes en termes financiers et en termes de perspectives et d'objectifs. Voilà, tout simplement.
Guillaume, ton avis là-dessus, parce que c'est vrai que on se souvient, hein, c'était bien avant le Covid. Hein, Netflix commence à exploser en France, et on a eu l'impression qu'il y a eu comment dirais-je, une injonction des plus hautes sphères de l'État en disant, ben voilà, il faut créer un concurrent à Netflix. En fait, je pense qu'il y a eu deux problèmes. Il y a eu un problème a priori, on va dire, un problème a posteriori. Le problème a priori, c'est vrai que tu mets autour de la table France Télévisions, TF1, M6. Déjà, rien que ça, qui sont tellement concurrents, qui ont des tels enjeux en plus sur leurs activités classiques. Bien sûr. Donc on pouvait se dire quand même, il y a un risque. Après, on ne sait jamais, ça aurait pu fonctionner. Mais après, il y a eu pour moi un deuxième élément qui est important, c'est le manque de moyens, tout simplement. C'est-à-dire que le lancement, je pense que Pascal, tu pourras me le confirmer, la première année de Salto, c'était 50 millions d'euros. Bon, c'est pas une grosse somme comme ça. 3 fois 50. Oui, mais alors même 3 fois 50, tu ramènes ça à l'échelle des budgets, soit des chaînes, on parle de plusieurs milliards, des plateformes, des dizaines de milliards, c'est quand même compliqué derrière, parce que qu'est-ce qui drive aujourd'hui les plateformes? Ce sont les programmes, leur attractivité et leur quantité. Et là-dessus, forcément, ça allait être un petit peu compliqué. Après, le seul truc qu'on pouvait trouver sympathique sur Salto, c'était un peu l'écrin de la production à la française. Après, on aime ou on n'aime pas, mais au moins ça avait un message clair. Tu peux le retrouver sur TF1, tu peux le retrouver sur M6. Oui, mais il y avait des avant-premières, il y avait, on va dire que tout était dans le même écrin en quelque sorte, de Plus belle la vie aux productions de France Télévisions. Ce qui était souligné par Nicolas de Taverneau, c'est aussi en fait les freins qui ont été mis de manière très stricte par l'autorité de la concurrence. Hein. Oui. Il aime à raconter. Qui avait empêché plein de choses. Qui ne pouvait déjà pas aller se rendre personnellement dans les locaux de Salto, dont il était actionnaire, puisque c'était interdit par les injonctions de l'autorité de la concurrence, et qui ont aussi fait qu'ils se sont retrouvés à quelque part être bridés dans leurs initiatives. Ça s'entend. Et donc, chacun finalement a continué à développer sa propre offre sur sa chaîne. Et ça aussi, pour le vrai grand public, c'est perturbant, parce qu'en France, on rentre beaucoup sur les programmes par les chaînes. Bah oui. Et donc, de ressortir de l'univers de la chaîne pour rentrer dans un autre univers, sachant qu'ils n'avaient pas non plus, en termes de distribution, eu accès aux box, puisque pour le coup, les fournisseurs d'accès Internet avaient loqué la présence de Salto chez les plus grands FAI, donc en matière de distribution, c'était pas simple. Le Canal ne le distribuait pas, Free non plus, SFR et Orange non plus, donc c'était très compliqué. Voilà, un joli gâchis avec une casse évidemment sociale aussi, hein, puisque des gens ont été embauchés pour ça. Espérons qu'ils retrouvent du travail. Enfin voilà, c'est pas très flamboyant tout ça, on va dire. Hein. Et le pire, c'est que si vous regardez les premiers épisodes de l'UHE, quand on évoquait tout ça, on était déjà un petit peu pessimiste quant à l'avenir de Salto, et on n'est pas en train de s'en réjouir. Hein. Non, on aurait évidemment préféré que ça fonctionne, bien évidemment. Dans l'actualité aussi, eh bien c'est Netflix qui, vous le savez, vous l'avez vu, si vous suivez un petit peu l'actualité, si vous regardez souvent UHE, serre un peu les boulons partout, avec de nouvelles offres, de la publicité qui arrive, bien sûr, et là, maintenant, la chasse au partage de code. J'en ai 2 pages, je ne comprends rien. Non mais c'est vrai que c'est très compliqué. Voilà, donc en gros, si vous si vous avez donné vos codes d'accès à des personnes qui ne vivent pas au même endroit et qui n'utilisent pas les mêmes terminaux, vous allez recevoir des petits messages où Netflix va vous dire « Maintenant, il faut payer en plus pour cette personne-là ». Alors, ça pose plein de questions, les gens qui ont des résidences secondaires. Donc, en gros, le tracking, il est simple. Hein, c'est écrit sur leur site. Le tracking, il se fait avec votre adresse IP, donc votre abonnement principal à la maison, et puis avec les identifiants des terminaux sur lesquels il y a le plus de consommation du service. Maintenant, si vous achetez un nouveau téléphone, si vous allez dans votre maison de campagne 4 fois par an. Ce qui est, enfin, c'est pas complètement de la science-fiction. Si vous louez, même en vacances. Si vous louez, voilà, lorsque vous allez en vacances, d'habitude, tu t'installes ton Netflix là. Voilà. Donc il y a quand même tout un tas d'inconnus. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc en fait, Netflix est un peu rattrapé par la patrouille parce qu'ils avaient été très permissifs, sachant que toutes ces histoires de contrôle de compte existe dans tous les autres services et généralement c'est assez bien géré, mais dès le départ, là Netflix avait laissé la porte ouverte et donc là on ne sait plus trop comment ça va se passer. C'était même un argument de com, bien sûr. Partage tes codes. Moi je me souviens, il y avait des posts sur les réseaux sociaux. Et Canal avait même surfé dessus aussi derrière. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Alors,
Netflix a dit que ça allait se mettre en place mondialement à partir du mois de mars. Ils commencent à expliquer justement sur leur blog, etc., comment ça va se passer. Mais quand on lit opérationnellement, de manière très concrète, comment ça va se dérouler, je pense que ça va mettre un peu de sable dans les rouages. Et il y a plein de gens qui risquent de ne pas comprendre ce qui leur arrive. Et puis surtout d'être obligés de payer pour quelqu'un à qui on a filé son code. Et donc, et il y a un truc en plus, je trouve, qui est un peu structurel, qui dit beaucoup de la situation de Netflix en ce moment, bon, qui reste archi-leader, mais quand même qui a connu des difficultés. C'est que Netflix, t'es quand même sur des choses qui sont toujours très simples. Le service est simple, l'abonnement est simple, tout est simple en fait dans l'expérience utilisateur. Et là, tu arrives avec un truc hyper alambiqué. C'est pas du tout dans l'ADN de Netflix. Non, c'est clair. Et à mon avis, ça révèle pas mal de choses, peut-être pas de panique, mais là, ils naviguent un petit peu à vue en ce moment, je pense. On a l'impression qu'ils sont au pied du mur. C'est la bourse qui. Voilà. C'est la bourse qui. Oui, puis ils ont quand même dit que sur plus de 230 millions d'abonnés, il y en avait 100 millions qui ne payaient pas. Donc. Ça se voit, quoi. Ouais. Donc ils sont obligés de prendre des mesures. Et enfin, quand ils ne payent pas, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que finalement, ils payent d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que ce n'est pas des pirates, en quelque sorte. Non, mais c'est un détournement de l'usage premier du service, on va dire. On est d'accord. Mais ça, c'est eux qui l'ont voulu dès le départ. Exactement. C'est compliqué d'aller en arrière maintenant. Et on va voir. Mais c'est vrai qu'on ne comprend rien, en fait. Ah non, mais franchement, moi j'ai imprimé, j'ai regardé, j'ai essayé de... Alors, c'est pas lancé en France encore, je crois. Non, là, pour l'instant, ils disent Canada, Nouvelle-Zélande, Portugal et Espagne. Et on parle de prix qui vont de 7,99$ à 5,99$ en Espagne pour un compte supplémentaire, ce qu'ils appellent un sous-compte par rapport à un compte majeur. Ça discute de ça sur la communauté de Sens Critique ou pas ? Non. Là, comme ça, tu me poses une colle, mais non, je crois pas. Ils ne discutent pas beaucoup des prix, ils discutent beaucoup des offres. Tu vois, l'arrivée de HBO sur Prime, par exemple, ou des choses comme ça. Mais et puis encore, c'est pas lancé, donc voilà, je pense que le jour où Netflix communiquera en France, là, ça va commencer, à mon avis. Ce qui risque de se passer, à mon avis, nous, on a des réseaux sociaux, donc on publie régulièrement l'actualité, de nouvelles bandes annonces. Et je pense que quand tu auras ça, à chaque fois qu'on va publier un truc Netflix en commentaire, tu peux être à peu près sûr que les gens gueuleront sur ce truc-là. Ouais. Ça va être un petit caillou dans leurs chaussures, à mon avis. Je pense. Dans l'actu aussi, c'est Disney+, bien sûr. Alors, avec changement de gouvernance, Bob Iger qui est revenu à la tête de Disney. Et visiblement, il n'est pas content. Et la fête est finie chez Disney. Alors, la fête est finie. Alors, ce qu'il faut savoir chez Disney, c'est qu'il domine depuis quelques années le cinéma mondial. Alors, après avoir racheté Fox, le succès d'Avatar, Pixar, Star Wars, donc ils sont à la tête d'un empire qui s'est constitué, mais qui demande aussi à aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'était aller vers le streaming. Sauf que, de manière tout à fait imprévue, Bob Chapek, qui avait été intronisé par Bob Iger, donc l'ancien PDG, s'est fait dessouder un dimanche après-midi en plein match de foot. Et donc c'est Bob Iger qui revient aux commandes, avec une très très forte pression de certains activistes qui demandent des comptes et à entrer au board de Disney en disant c'est pas comme ça qu'il faut gérer les affaires. Pourquoi ? Parce que finalement, Disney cette année a perdu 2,4 millions d'abonnés sur Disney+, ce qu'a vécu d'ailleurs Netflix également aux États-Unis, donc c'est-à-dire que les leaders... Oui, c'est pas trop de leur faute finalement, c'est il y a une pression qui se restructure. Exactement. Il y a beaucoup plus de concurrence. Plus de concurrence. Aux États-Unis, on est à 5 à 6 abonnements par foyer, donc les gens commencent à arbitrer avec l'inflation, les difficultés économiques. Ils ont quand même perdu près de 10 milliards de dollars depuis 3 ans sur Disney+, donc ça commence à faire tâche. Et donc il y a une très très forte pression, et la mauvaise nouvelle là aussi, c'est que Disney vient d'annoncer 7000 licenciements. Donc on voit que le streaming, c'est l'avenir, mais pas à n'importe quelles conditions. Et donc ça commence à revisser aussi du côté de chez Disney. Et il y a un certain malaise qui s'est dégagé. On parle aussi de la vente de Hulu, qui est un service purement américain. Donc il y a une très très forte pression. Donc le streaming qui était promis comme étant l'Eldorado absolu, aujourd'hui commence à poser des problèmes et rebat un peu les cartes pour se dire peut-être qu'il faut rester quand même... pas mal attaché au monde traditionnel, c'est-à-dire la salle, les chaînes de télé. Et à ce propos, dernière nouvelle, il se dit, alors à vérifier, que Disney serait prêt de nouveau à relicencier ces grosses licences qu'il gardait pour Disney+,
au plus offrant, donc cette fameuse stratégie des guichets en France, par exemple. C'est le modèle Warner. Hein. Le modèle Warner ou le modèle Sony, et de dire finalement, j'ai des très très bonnes séries, j'ai des candidats, Canal, TF1 qui veut acheter Netflix, pourquoi pas Netflix. Et donc Netflix était un gros client des contenus Disney. Hein. Et donc je vais leur vendre peut-être une saison qui a déjà été diffusée sur Disney+, etc., etc. Donc il y a quand même une redistribution des cartes. Et ça va être tout l'intérêt de cette année 2020. D'un côté, tu appauvris ton offre Star Disney+. Ouais, mais après, je pense que si on prend un tout petit peu de recul, on est quand même sur des marchés qui sont très très récents. Disney+ s'est lancé il y a 4 ans, si je dis pas de bêtises, ou 5 ans. Enfin, et tu as en ce moment, de toute façon, une industrie qui est totalement bouleversée avec l'arrivée du streaming. Moi, je pense qu'on est dans les réglages, en fait, de comment... Enfin, de l'optimisation. Le marché va se stabiliser. Je pense qu'il va y avoir encore 2-3 ans compliqués. Peut-être des acteurs vont pas soit se faire racheter, soit disparaître. Il y a toujours des rumeurs de Apple qui rachète Netflix, bien etc. sûr, bien sûr. Je pense qu'on est encore en fait sur un marché qui n'est pas structuré encore complètement économiquement. Le Covid aussi, je pense, a fait tourner un peu les têtes et notamment a mis un peu la salle de côté. Et tout le monde se rend compte maintenant qu'au final, les plateformes ont besoin des salles, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque pendant longtemps, les plateformes, c'était un petit peu le grand méchant de la salle de cinéma. Et au final, on se rend compte qu'aujourd'hui, que toutes ces grandes entités ont besoin aussi de la salle et revoient effectivement le remballement sur les plateformes. Et puis économiquement aussi, il y a un moment, les prix étaient trop faibles. Et encore, il y a Avatar 2 qui a un succès incroyable, qui va rebooster, à mon avis. Grand succès pour une suite. La suite la plus. Et tous les nouveaux numéros d'Avatar qui vont sortir là, puisque James Cameron travaille sur, je crois, deux autres trois autres épisodes. Au total, oui, je crois. Voilà, et le contexte n'est pas totalement défavorable. Hein. Non. Le plus gros succès cinématographique de 2022, ça sera sans doute Avatar, et c'est une production Disney. Donc voilà, mais le problème, c'est les plateformes. Hein. Oui, enfin, le pain aujourd'hui, c'est comment tu arrives à faire coexister deux offres, en plus avec des spécificités selon les territoires. Enfin, en plus, c'est hyper compliqué à orchestrer. Enfin, donc je pense qu'il y a encore 2-3 ans un petit peu de. Il y a le cours de bourse, quoi. En fait, c'est Wall Street qui. Ça fonctionne. Hein. Et Wall Street, pendant très longtemps, n'a regardé que le niveau des abonnés. Et là, maintenant, ils commencent à descendre dans les comptes et ils voient les pertes s'accumuler et pas forcément de porte de sortie positive pour des sociétés qui étaient ultra bénéficiaires par le passé. Voilà. Messieurs, voilà pour l'actu de ce mois. On retrouve tout de suite Guillaume pour le top 5 des séries qui buzzent le plus sur Sens Critique. Et oui, avec cette communauté très grande sur Sens Critique, peut-être êtes-vous, tout comme moi, régulièrement sur ce site pour voir un peu quelles sont les séries qui buzzent. Très sympa aussi d'avoir les critiques des utilisateurs, de trouver des séries qui correspondent à ce qu'on aime. Chaque mois, Guillaume, tu nous fais un peu le point des séries qui font le buzz sur Sens Critique. Et on commence par, on va dire, celle qu'on attendait. Et il n'y a pas de surprise, c'est The Last of Us sur Prime Video qui cartonne. Tout à fait. C'est effectivement la grosse actu de ce début d'année. Ce sera probablement, je pense, même la série la plus importante de l'année. Une des séries de l'année 2023. Ouais, sur Sens Critique, pour l'anecdote, c'était la série la plus attendue all-time par la communauté. Alors c'est vrai que ça match vraiment en plus avec ton audience, c'est-à-dire complètement, parce que c'est tiré d'un jeu vidéo, mais en plus un jeu vidéo très reconnu, salué par toute la critique, par tous les joueurs. Enfin, en plus, on arrivait, donc d'ailleurs les gens avaient très peur, parce qu'on est quand même sur un jeu vidéo iconique qui a vraiment marqué les années 2010. Et donc tout le monde attendait un petit peu ce qu'elle est. Avec une exigence aussi de la part des fans, c'est-à-dire que, ils font pas de cadeaux. Voilà. Et en général, cette série les adaptations, puis les adaptations de jeux vidéo en film ou en série, 9 fois sur 10, c'est un peu loupé. Et ben là, pas du tout. HBO a encore frappé. Alors, HBO distribué en France sur Prime, ça aussi c'est intéressant parce que c'est la première grosse série HBO qui démarre sur Prime dans l'abonnement Prime avant que l'abonnement HBO arrive. Et non, c'est un gros succès. Alors, globalement déjà, on a réussi à emporter les fans du jeu qui se retrouvent complètement dans l'univers, à la fois dans sa narration. Alors, il y a des petits ajustements, des petites critiques qui peuvent être faits, mais globalement déjà, la base des joueurs, ils sont contents. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que ils vont toucher un public parce que en gros c'est du survival, ils luttent contre des zombies. En gros, je vous ai pas fait le pitch, mais en 2 mots, il y a un champignon qui a engendré une espèce d'épidémie, les gens se transforment en zombies, on est dans un monde apocalyptique. Truc assez classique. Oui, ça commence un peu comme The Walking Dead, exactement. Mais ce qui est intéressant, mais un peu comme Walking Dead aussi, c'est que les fans vont au-delà des fans
de zombies ou de survival, parce que très très belle réalisation, très bon casting. Le duo, alors j'ai oublié leur nom. Pedro Pascal et la jeune fille qui joue, voilà, je sais plus. Bref, fonctionne très très bien. En plus, il y a une jolie histoire derrière, puisqu'en gros, le personnage de Pedro Pascal a perdu sa fille dans la série. La jeune fille en question n'a plus ses parents, donc tu as une relation très touchante en plus qui va se créer dedans. Et c'est vraiment le genre de série qui dépasse leur propre genre, un peu comme à l'époque Game of Thrones, qui a été touché bien au-delà des fans de chevalier ou de fantasy. En fait, c'est une série qui peut toucher tout le monde. Complètement. Voilà, qui a plusieurs entrées émotionnelles, science-fiction. Complètement, ouais. Et une vraie dimension, aussi une qualité de production et de réalisation. J'ai entendu, mais là aussi Pascal va nous le confirmer, je crois que c'est le deuxième plus gros lancement, enfin la deuxième plus forte audience pour un lancement de série dans l'histoire de HBO, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, et chez nous, après Game of Thrones, enfin, ou un truc comme ça. Je sais, j'ai un doute. Je sèche là. J'ai lu ça hier, bon bref. Et donc chez nous c'est 7,6, qui est vraiment une très très bonne note. Et alors d'ailleurs la série n'est pas terminée, mais voilà, ça fera partie des très très bonnes séries de cette année. Alors moi j'ai juste une anecdote. Un jour mon fils me dit, il a vécu à Edmonton au Canada, et il a un de ses copains qui lui dit oh là là, il y a un tournage monstrueux dans la ville d'Edmonton, mais je ne sais pas ce que c'est. Et en fait c'était la série qui était tournée en 2021 là-bas. Voilà, joli coup pour Prime, tu as raison, puisqu'en plus cette série est offerte. Bah, c'est dans l'abonnement. Elle fait partie de l'abonnement Prime pour justement nous donner envie peut-être demain de nous abonner à l'offre HBO qui va arriver là dans les semaines qui viennent. Début mars. On y est là, quasi. Ça va être intéressant de voir. On n'a pas encore le prix au moment où on enregistre encore ce... Tu as une petite idée? Moi je parie Pascal, pour 15 euros. Pascal, il sait tout. 15 euros, tu penses? Ouais, parce que j'ai cru voir passer des choses aux US. Au CS, ils étaient à 8, non? Non, ils étaient à 12. Ils étaient à 12 aussi? Ouais. Voilà, à confirmer. 15 euros, l'offre elle a intérêt à être à la hauteur. Après, tu auras sûrement un bundle avec l'abonnement Prime. Oui, etc., sans doute. Donc, The Last of Us, qu'on vous invite à découvrir si ce n'est déjà fait. Deuxième série, tiens, une série Canal maintenant. Tout à fait. La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, bon, titre un peu particulier. On va surtout dire que c'est la série de Xavier Dolan, le petit génie du cinéma adulé par les cinéphiles qui a son rond de serviette au Festival de Cannes depuis qu'il a 20 ans quand même. Il a présenté son premier film là-bas. Donc voilà, Xavier Dolan, c'est vraiment la référence des jeunes réalisateurs. C'est quelqu'un qui a son univers, qui a un cinéma très touchant, toujours sur les sentiments, sur les non-dits, etc. Et donc là, il sort enfin cette série, donc sa première série. Et alors c'est aussi intéressant parce que ça vient boucler un peu un cycle, parce que donc c'est quelqu'un qui est très prolifique. Il a sorti 8 films en 10 ans, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est énorme quand même. Énorme. Et dans ses interviews, il disait qu'il était arrivé un petit peu à une certaine lassitude. D'ailleurs, son dernier film date d'il y a 3 ans. Et on a l'impression en fait que cette série, c'est un petit peu c'est un climax un petit peu de tous ces thèmes. Voilà, la maman, la mort, les non-dits, les amitiés ambiguës, avec toujours cette dimension de l'homosexualité qui est toujours très présente. Et voilà. Et là, en 2 mots, donc cette série, on va suivre en fait 3 héros qui ont été les meilleurs amis du monde dans les années 90. Un drame survient que je vous épargnerai pour pas vous spoiler. Et en fait, le film démarre 30 ans après, où ces 3 amis vont se retrouver et la série va marcher à coup de flashback. Alors c'est une adaptation d'une pièce de théâtre d'ailleurs, dont j'ai pas noté l'auteur, je m'en excuse. À noter aussi que la musique est signée Hans Zimmer. Et ça joue beaucoup dans les commentaires, voilà, les cinéphiles adorent Hans Zimmer. Et les retours sont excellents. Hans Zimmer, c'est quand même... Ouais, mais je pense que quand tu es Xavier Dolan, tu peux te permettre d'embarquer des compositeurs. Parce que c'est dans les. Il a 30 ans, enfin il a 31 ans, il a déjà 8 films à son actif, je dis tous c'est vu dans les festivals. Et bref, ça fonctionne très bien chez nous. On a une moyenne de 7,6, donc ce qui est vraiment très très bien. Et enfin, pour conclure, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un génie, enfin c'est un petit génie. En passant du film à la série, il s'est complètement attribué les codes de la série. La narration, les cliffhangers, la série en plus est très très bien construite. Après, elle s'adresse à un public un peu exigeant quand même. On est dans de la série d'auteurs, on va dire, mais voilà, si on aime le cinéma et si on aime son univers, il faut y aller. Très bien noté. Très bien noté, 7,6. Cette semaine, c'est plutôt un bon cru. Ah ouais, 7,6, c'est rare, cette note. 7,6, oui, c'est une très très bonne note. Après, on s'y attendait un peu, parce qu'il faut savoir que sur Sens Critique, Xavier Dolan est un adulé, vivant, on va complètement. Dire. C'est simple, c'est le réalisateur le plus francophone, le plus populaire de la plateforme.
Autre production française maintenant, mais cette fois-ci sur Prime. On revient sur Prime Video. Tout à fait. Pour l'instant, pas de Netflix. Netflix va arriver, mais vous avez vu. Ouais, c'est un petit mois pour Netflix. Ça arrive. Ça arrive quand même. C'est Cœur Noir. Oui, Cœur Noir. Alors, création française proposée par Prime. Voilà, en gros, là, on suit les forces spéciales françaises qui sont déployées en Irak en 2016. Et en 2 mots, le pitch, c'est un commando qui doit retrouver la fille et le petit-fils d'un émir de Daesh en échange de sa collaboration. Et donc, on va suivre ce petit groupe de commandos dans cette quête. Et contre toute attente, là aussi, c'est une très bonne surprise. 7,2. Voilà, série française comme ça qui sort un petit peu de nulle part, mais très bien réalisée, très bien produite, avec un Nicolas Duvauchel qui porte pas mal la série sur ses épaules, qui fonctionne très très bien. Ce qui plaît beaucoup, c'est que c'est très documenté, c'est très réaliste à première vue, et donc on s'immerge vraiment dans ce qu'est un commando, avec les personnalités en plus des différents militaires qui vont s'affronter, etc. Et une mention spéciale à une comédienne qui est très peu connue, mais dont tout le monde parle sur cette série, qui s'appelle Marie Dompnier, qu'on avait vu notamment dans Boîte Noire. Voilà, c'est pas une comédienne très connue, mais elle se révèle complètement dans cette série. Et dernier point, on retrouve aussi beaucoup une influence un peu du Bureau des légendes, dans ce côté un petit peu très réaliste. Alors certes, on n'est pas du tout sur l'espionnage, mais on traite d'un sujet d'actualité, enfin il y a quelques années, avec un vrai souci du détail et une écriture à la hauteur. Et aussi des moyens, puisque on peut imaginer que quand Prime Video derrière, là encore... pour avoir ce réalisme et cette qualité en fait de production, il faut des moyens. Ça a été tourné au Maroc, pour l'anecdote. Bonne note là aussi pour Cœur Noir. Oui, tout à fait. Je l'ai pas dit, désolé. 7,2. Ah ouais, c'est très. En Ouais. plus, pour une série française, franchement, c'est très bien. Puis j'ai une série qui n'était pas attendue plus que ça, quoi. Enfin Netflix. Et oui. Avec En Place. Et encore une série française, tout à fait. En Place, alors En Place, c'est de Jean-Pascal Zidi, dont vous vous souvenez probablement pour son film Tout simplement noir, qui lui avait valu d'ailleurs un César du meilleur espoir, je sais plus. Enfin bref, il avait gagné un César pour son film. Jean-Pascal Zidi, c'est quelqu'un qui nous propose toujours un regard assez décalé sur le racisme. En général, c'est assez drôle, c'est assez second degré. Il s'épargne pas non plus d'ailleurs. C'était un petit peu le thème dans son film. Et là, alors on part sur un truc assez amusant où en gros un éducateur de banlieue qu'il incarne va se retrouver via un truc de vidéo de buzz candidat à la présidentielle. Bon, il y a un petit côté absurde, bien sûr, dans la série. Et il va même se retrouver au 2e tour, conseillé par Éric Judor, qui a un rôle assez amusant. Alors en plus, il y a un très joli cast dedans, Benoît Poelvoorde, Marina Foïs, Fary, etc. Très jolie série, et qui termine plutôt bien. 6,1, alors c'est pas les 7 dont on a parlé tout à l'heure, mais 6,1 pour une série comédie française, chez nous, ça veut dire que c'est pas mal. Ça veut dire qu'on risque... Ça vaut le coup de jeter un œil dessus. Ouais, ça vaut le coup. Les dialogues sont plutôt amusants. En plus, c'est une série courte, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Voilà, et c'est très attachant. Voilà, après, certains peuvent reprocher à la série de rester un petit peu trop en surface. Après, ça reste une comédie. Mais souvent, dans les œuvres de Zidi, il y a toujours des choses un peu légères, mais qui disent aussi beaucoup de choses à travers des petits détails de ce qu'est notre époque. Donc voilà, là aussi, reco, plutôt pour passer un bon moment un peu marrant. Dans quelques instants, nous recevrons le patron de Paramount Plus en France, Philippe Laribolt-Lavigne. Bien justement, ça va lui faire plaisir. Il nous attend là en coulisses, il va nous rejoindre dans une minute. Autre série qui buzz en ce moment, qui est sur Paramount Plus justement. Tout à fait, série événement, tout le sacking avec Stallone. Voilà, première série avec Sylvester Stallone. Alors déjà, rien que ça, c'est un événement. Ouais. Stallone a une aura. Et c'est marrant parce que tout le monde aime Sylvester Stallone. C'est quand même un truc, tout le monde l'aime. C'est une icône en fait du cinéma des années 80, 90. Je pense qu'il a bien géré sa carrière, parce que même tu regardes sur les réseaux sociaux, où globalement les gens font pas de cadeaux. Ouais. Stallone, tout le monde l'aime bien. C'est vrai. Et, un respect en fait. Exactement. Ouais, et en plus, là, il se trouve que la série fonctionne très bien. Là aussi, elle a 7,1. Alors, globalement, il faut voir que Paramount+, dans leur création, quand même, propose des belles séries. Ouais. On avait parlé de The Offer le mois dernier. Et là, 7,1, ça fonctionne très bien. Alors, en 2 mots, Stallone, c'est l'histoire d'un mafieux qui a passé 25 ans en prison, qui sort de prison, qui se fait un petit peu mettre de côté par la famille à laquelle il appartient, et il va se retrouver exilé à Tulsa, en Oklahoma, un bled un peu perdu. Et là, en fait, il va reconstituer un peu son équipe, puis il va vouloir aussi... probablement récupérer des choses qu'on lui aurait spoilées à travers les 25 ans. Alors, c'est assez marrant parce que c'est à la fois comédie,
un peu violent quand même. C'est une série qui se prend pas trop au sérieux, mais qui est très bien écrite. Et Stallone incarne à merveille le personnage. Voilà, un peu irrévérencieux aussi. Et ce qui est marrant là aussi, c'est que ça va au-delà. Il y a pas mal dans nos critiques de trucs, de critiques qui commençaient par je suis pas fan de Stallone, mais d'accord. Et donc c'est assez intéressant. Ouais. Donc voilà, ça marche très très bien. Je vous dis 7,1, ça fait vraiment partie des bonnes séries de ce début d'année. Voilà, 76 ans, hein, Ouais. Stallone, il tient toujours la rampe quand même. Hein. Créé par Taylor Sheridan. Oui, tout à fait. C'est important de le dire aussi. Oui, qui est on un doit peu Yellowstone. Voilà, qui fait partie de l'écurie Paramount, hein, Yellowstone. Il a fait Sicario aussi, Taylor Sheridan, qui est un peu le Une J.J. valeur Abrams du western ou du policier en quelque sorte. Et c'est bien avec Paramount. Et qui est bien avec Paramount. En tout cas. C'est un gros rendez-vous pour Paramount, puisque lorsque Paramount s'est lancé, donc Paramount Plus a fait le Blue Carpet à Londres et à Rome pour le lancement du service en Angleterre et en Italie. Ils avaient déplacé Monsieur Stallone pour faire la promo. Donc on n'a plus cette chance en France. Mais bon. Ouais, c'est clair. Eh bien voilà, on va découvrir ce nouveau service Paramount+. Toutes les questions que vous vous posez sur ce service de SVOD qui est arrivé il y a quelques semaines de cela, on en parle dans un instant avec son directeur général France qui nous rejoint. Voilà le retour de l'Ultra Haute Émission avec notre invité qui nous a rejoint, toujours en compagnie bien sûr de Guillaume et de Pascal. Philippe Laribolavigny est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour, merci. Directeur général de Paramount en France. Voilà, et donc, par la force des choses, patron de Paramount Plus en France. Nouveau service qui a été lancé le 1er décembre dernier, qui rencontre un certain succès. On va en parler avec des licences fortes, comme on dit. Et mes camarades pourront bien évidemment vous questionner aussi sur ce sujet, parce qu'on en a beaucoup parlé de Paramount Plus, avec des licences très très fortes. Évidemment, il y a Top Gun, il y a Star Trek, il y a de nouvelles séries aussi. Enfin, il y a Yellowstone, etc. etc. Est-ce que vous êtes satisfait de ce lancement à la fois au niveau mondial et au niveau en France de Paramount Plus? On est très content du lancement en France qui a dépassé nos ambitions et c'est vrai qu'on se posait la question, ou en tout cas on me posait la question au lancement de y a-t-il une place pour un nouveau service, et la réponse est arrivée avec le lancement qui est un succès, donc il y a bien de la place encore. Aussi faut-il avoir le bon contenu, la bonne diversité d'offres. Et je pense que là-dessus, on a un atout, c'est qu'on a un catalogue très très large et des franchises, comme vous le disiez, qui sont fortes, bien identifiées du public et qui nous permet de séduire le plus grand nombre, toute la famille, avec des marques emblématiques. Donc même au niveau mondial, on a annoncé nos chiffres très récemment pour le dernier le dernier trimestre de 2022. Et là encore, on a battu des records avec 9,9 millions de nouveaux abonnés sur le dernier trimestre. Donc on est à 56 millions d'abonnés. Donc voilà, on a une très très bonne dynamique. Bien sûr, la France en fait partie, puisqu'on a été lancé le 1er décembre. Et voilà, ça marque effectivement notre force sur les contenus, qui est, je pense, le point principal d'une plateforme de streaming aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on bénéficie de toute la richesse d'un groupe qui existe depuis plus de 100 ans. Donc effectivement, on a l'expérience. Paramount, évidemment, est un studio mythique. Voilà, avec on va dire des contenus très très forts. On en parlera bien évidemment. Puisqu'on parle de l'actualité, donc c'est 10 millions d'abonnés sur le dernier trimestre, ce qui est un beau succès. On annonce aussi des augmentations d'abonnements. J'ai vu ça aux États-Unis notamment. Est-ce qu'en France, il y aura une augmentation du prix de l'abonnement de Paramount Plus ? Alors, l'abonnement reste à 7,99 € aujourd'hui, qui est le seul, on va dire, prix de lancement. On n'a pas un système de palier aujourd'hui. La seule différence, c'est qu'on peut s'abonner à l'année, ce qui fait baisser, bien sûr, puisqu'on paye 10 mois sur 12 et qui nous fait tomber sous les 7 € pour l'abonnement. Je précise qu'il n'y a pas de publicité. Et ce qui positionne justement le service de façon assez attractive, compte tenu du contenu qu'il y a sur la plateforme premium et du positionnement de prix des autres concurrents. Donc on est très attractif pour le public. C'est important en ce moment. Très bien. Oui, c'est intéressant parce qu'on voit que vos petits camarades, que ce soit Netflix ou Disney+, se lancent dans des offres, on va dire... hybrides. Hybrides, en quelque sorte, avec la publicité. C'est pas dans la stratégie aujourd'hui de Paramount+.
Non, on n'a pas prévu de publicité. On a déjà une version avec publicité qui s'appelle Pluto Télé, qui est notre streaming gratuit financé par la publicité, qui lui aussi fonctionne très très bien, puisqu'on a annoncé 79 millions d'utilisateurs mensuels uniques au niveau mondial. Donc c'est une très belle performance et qui s'installe, vraiment le fast, comme on l'appelle, est en train de monter en puissance et c'est notre version avec publicité qui est différent dans son usage puisque c'est drivé majoritairement par le linéaire en termes de consommation, ce qui est assez amusant puisque les gens ont le choix entre un mode linéaire et un mode délinéarisé et ils consomment comme une chaîne normale, comme quoi il y a la place pour les deux. Il y a d'innombrables chaînes thématiques en fait. Oui, on a plus de 120 chaînes du drama au policier, en passant par la télé-réalité. Pour toute la famille. Voilà. Mais on est plus sur du catalogue, du culte. Et effectivement, là aussi, on est complémentaire de Paramount+, qui est plus sur de l'inédit, de l'exclusif, et centré avant tout sur les contenus du groupe, là où Pluto Télé va aller sur un peu de contenu du groupe, mais surtout des contenus qui sont issus de partenaires autres que le groupe Paramount. Oui, justement, on a vu les quelques difficultés que rencontraient, en particulier sur le marché domestique, les Américains, Disney+ et Netflix, pour ne pas les citer, avec des montants investis dans les contenus justement qui sont extrêmement élevés. Aujourd'hui, Paramount+ trace sa route, mais les budgets pour justement ces fameuses exclusivités et les contenus originaux se chiffrent à combien au niveau mondial ? Alors, il faut savoir qu'on ne rentre pas dans le détail, mais on investit environ 15 milliards de dollars par an dans les contenus. Mais il faut savoir qu'on a un business model, peut-être pas par rapport à Disney, mais par rapport à Netflix qui est différent, puisqu'on s'appuie sur plusieurs business models qui sont complémentaires et qui nous permettent d'être plus solides. On a le cinéma. On a des chaînes linéaires, soit dans le thématique payant, mais aussi des chaînes free-to-air. On a, comme je le disais, Pluto Télé, qui est du streaming gratuit, du streaming payant avec Paramount+. Donc on a un écosystème, je dirais, de business model qui nous permet d'être plus solide et qui nous permet d'avancer sereinement sur ces investissements, qui sont des investissements importants. Après, tout n'est pas qu'une question de montant. Je prends l'exemple de Smile. C'est pas un gros budget, le film Smile, et pourtant c'est un succès. Donc on peut pas résumer au montant qu'on est. Je crois en France, hein, c'est ça. Comment ? Smile, c'est 1 million d'entrées en France. Oui, je crois, ouais, c'est ça. Et je crois que c'est une production qui a coûté 15 à 20 millions de dollars, mais qui a rapporté 200 millions. Donc voilà. Tout n'est pas dans le budget qu'on va. Bon, certaines productions, oui, mais. C'est ça qui est intéressant dans Paramount+, c'est qu'en plus, il faut savoir que Paramount, distributeur de films, en plus, vit quasiment ses plus belles années. 2022, ça a été l'année de Paramount avec Top Gun, qui a été un succès complètement fou. Il va y avoir Mission Impossible l'année prochaine. Et donc, je pense que Paramount+ va être aussi drivé par la qualité et la popularité en fait, des films qui sont sortis en salle. Ce qui est l'énorme différence avec nos camarades de Netflix, qui ont du mal à créer de la notoriété sur leurs films. Ils arrivent bien sur les séries. Mais comme les films, par définition, qui sortent, ne sortent pas en salle, donc ils n'acquièrent pas ce bruit que va justement générer un Top Gun ou quoi, c'est là où Paramount, en plus, a une belle carte à jouer, je pense. Question justement qui rebondit sur celle de Guillaume. Est-ce qu'il y aura des exclusivités cinéma réservées à Paramount+, en particulier en France, compte tenu de la chronologie, ou est-ce que vous respectez complètement la salle, la VOD, la Pay TV, puis la plateforme ? C'est une bonne question. Alors, on a un peu des deux, c'est-à-dire qu'on va respecter la chronologie et donc les films qu'on mentionnait comme Top Gun Maverick, Smile, bientôt aussi Babylone, Sonic, etc. C'est-à-dire que, je vous coupe, mais Top Gun Maverick qui est sorti l'année dernière, on peut dire qu'à partir du moment où il est sorti, 17 mois après, il sera sur Paramount+. Cette fin d'année, il sera sur Paramount+. D'accord. Donc on va respecter cette chronologie et la salle est importante pour nous. Ça fait partie de notre ADN, le cinéma. Donc on est fiers de continuer à pousser des films en salle. Néanmoins, on a des productions aussi qui sont adaptées, ce qu'on appelle du direct to streaming, c'est-à-dire que des films vont être produits, vont aller directement sur la plateforme. Mais on veut jouer sur les deux. Ce ne sont pas les mêmes budgets, ce ne sont pas les mêmes écritures. Et comme ça, on va pouvoir continuer à avoir du film frais, exclusif, sur la plateforme. Et en même temps, avoir ce driver très important
qui va être marketé par la salle, puisqu'effectivement, un Top Gun, il bénéficie de tout le marketing, toute l'aura de son succès en salle et qui va porter ensuite Paramount Plus derrière. On parlait justement de la chronologie des médias. Est-ce que vous êtes satisfait de ce délai de 17 mois aujourd'hui qui a été validé il y a quelques temps de cela? Alors, il y a pas mal de discussions en cours. C'est vrai on que évoque peut-être le fait de rabaisser encore ce délai. Alors nous, on aimerait avoir un peu plus de flexibilité, c'est sûr. La plupart des films qu'on sort en salle, même si Smile est une exception, coûtent de l'argent. Et donc, c'est important qu'on puisse les rentabiliser et faire bénéficier aux utilisateurs de ces films le plus rapidement possible. Je pense qu'effectivement, on peut faire mieux. À l'étranger, dans d'autres pays, on est à 45 jours. Donc, il y a certainement un entre-deux qui pourrait être trouvé sans... Quelle est la fenêtre idéale pour vous? C'est difficile à dire. Je pense que... On voudrait plus court. Après, on n'a pas d'idée particulière là-dessus. On veut juste que toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire tous les acteurs, puissent s'y retrouver. C'est important. Effectivement, la salle, le ST et bien sûr les plateformes et la Pay TV. Donc, mais on pense qu'il y a encore de la marge pour, on va dire, concentrer un petit peu plus les fenêtres. Et du coup, le gagnant, c'est aussi l'utilisateur qui aura un rythme plus réduit et qui pourra accéder à ces contenus-là de façon plus dynamique et plus rapide. Donc, on voit que c'est une demande, c'est une attente aussi des utilisateurs. Dernière question, l'actualité de la SVOD, c'est aussi l'arrêt de Salto. Alors, je ne vais pas vous demander de commenter cet arrêt, mais est-ce que finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, dans le sens où il y a 1 million d'abonnés qui vont se retrouver avec un peu dans la nature, en quelque sorte. Est-ce que vous comptez en récupérer quelques-uns? Alors, je ne vais pas me réjouir de l'arrêt d'une plateforme, et c'est regrettable, surtout qu'ils avaient atteint un niveau d'abonnés qui était intéressant. Après, c'est un choix stratégique. Après, les abonnés ne sont pas dédiés aux propriétés d'une plateforme. Et on voit bien, comme c'est le cas en France, on est entre 2 et 3 abonnements par personne. Non, parce que donc il y a de la place. Il y a 1 million d'abonnés qui vont se retrouver à ne plus payer 7 €. Et peut-être qu'ils vont aller voir ailleurs ce qui se passe. Effectivement. C'est peut-être un raccourci facile. Après, il y a quand même TF1 Max et TF1 M6, ils ont leurs offres payantes. Et sur Salto, tu es quand même sur un public un peu TF1 M6, puisque tu étais sur les séries classiques. C'est possible quand même que ce soit TF1 ou M6 qui les récupère peut-être en priorité. Mais... Alors, par rapport aux programmes qui sont proposés sur Salto, les programmes Salto, ils vont les retrouver sur TF1 M6. Alors, c'est vrai, effectivement, il y a cet attrait, cette spécificité de Salto qui était très focalisé sur le contenu français. Même s'il y avait des contenus aussi américains, des contenus de chez nous. Yellowstone, par exemple, il y avait l'intégrale, des saisons, alors que chez vous, il n'y avait que les 2 premières saisons. Question complémentaire, vous allez récupérer ces droits ou pas? Bien sûr, on travaille dessus. L'objectif final, c'est d'avoir l'intégralité de ce qu'on appelle le Taylor Sheridan-verse, c'est-à-dire Yellowstone, mais aussi 1883 qui est déjà sur la plateforme, bientôt 1923. C'est-à-dire que petit à petit, vous allez récupérer tous les droits de ce qui vous appartient, en quelque sorte, qui n'était peut-être pas la stratégie auparavant. On peut imaginer que Yellowstone, c'était ou TF1 ou M6, enfin je ne sais pas qui l'avait acheté, cette licence. Petit à petit, vous récupérez tout ce qui vous appartient, quoi. L'objectif, effectivement, c'est de rapatrier tout ça. Après, on a une stratégie quand même qui est très au cas par cas. On va étudier chaque cas de figure, puisque on n'est pas à l'extrême comme un Disney qui a décidé de tout rapatrier. Donc, on va toujours étudier les cas de figure possibles de licence de contenu à d'autres plateformes ou d'autres acteurs. On peut retrouver des contenus Paramount Plus chez des services de SVOD concurrents finalement, parce que si vous trouvez ça pertinent, ça peut arriver. Voilà, ça dépend effectivement de la chronologie. Bien sûr, on pense à notre plateforme en premier lieu. Et pour revenir sur la question de Salto et du contenu français, nous on va faire monter en puissance aussi le contenu français sur la plateforme. Donc l'objectif, c'est aussi de récupérer des gens qui ont envie de voir
du blockbuster américain, mais pas que, et donc leur donner le choix sur une même plateforme d'aller voir des films référents. On va avoir un catalogue. Que vous allez assez racheter important. ou que vous allez produire? C'est l'acquisition. C'était ma question. L'acquisition. Les Vous deux, avez pas pris c'est- de production française encore? Si, on est en train de travailler dessus, bien sûr, et on le fait dans tous les pays. Hein. Alors, c'est pas une question d'obligation, je dirais, parce que ça peut Oui, être c'est une la question stratégie suivante, internationale. mais quand même. Mais quand même. Non, mais le meilleur exemple, c'est que dans certains pays, on n'a pas d'obligation, on est quand même sur de la production locale. Pour nous, c'est important, parce qu'on sait que pour l'utilisateur, c'est Bien quelque sûr. chose d'important de retrouver des productions locales. Donc, ça prend du temps parce que on veut garder un certain niveau de qualité, donc on regarde, on est dans des phases de développement avec certains projets, et donc pour que ça s'intègre bien dans la plateforme et qu'il y ait un niveau homogène de qualité de contenu. Donc c'est, bien sûr, on va produire du contenu local, on est en train de travailler dessus, on va faire de l'acquisition de contenu local aussi, de films en l'occurrence, pour pouvoir avoir une offre très équilibrée entre Oui. Et- français, européen, international. C'est peut-être ce qui Et manque vraiment un peu être aujourd'hui. large. Sur Paramount+, il y a beaucoup de contenu étranger et pas beaucoup encore de contenu français, mais voilà, le Là, message- ça arrive très rapidement. Ça Là. arrive. En termes de films, on va avoir beaucoup de films sur... Eh bien voilà, Paramount+, lancé depuis quelques mois. Merci beaucoup Philippe Laribolaville d'être passé par le plateau de l'Ultra Haute Émission. Rappelons que vous êtes directeur Merci général à vous. de Paramount, donc en France. Et vous restez avec nous dans un instant. Nouveau rendez-vous avec Laure Foulquier, qui va nous parler de ses coups de cœur, en quelque sorte, et de l'actualité de la SVOD. À tout de suite. Voilà, vous la demandiez à corps et à cri, elle est de retour dans l'Ultra Haute Émission. Voilà, Guillaume et Pascal aussi sont ravis de la retrouver sur le plateau, tout comme moi. Salut Laure Foulquier. Salut François, salut à tous, quel accueil. Voilà, productrice de toutes les émissions que vous regardez sur la chaîne Tech & Co, mais aussi passionnée, tout comme nous, de séries, de films, d'abonnements SVOD. Tu en as combien d'abonnements SVOD, Laure Foulquier? Ouh, ça commence à faire pas commence à mal, faire Canal, Prime, Netflix, voilà, La totale, Disney+, quoi. Un la peu comme totale, nous, oui, hein. clairement. Donc tu vas revenir régulièrement dans l'Ultra Haute Émission pour nous parler un petit peu de l'actualité de la SVOD. Et on va commencer par, non pas un film, non pas une série. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça de la télé-réalité, mais c'est très drôle, on adore ça. C'est la 3e saison de LOL qui arrive sur Prime Video. Absolument, LOL qui ressort, la 3e saison qui arrivera le 10 mars sur Amazon Prime Video. On l'attendait et là, c'est clairement le casting dont on rêvait, puisque Endemol, donc la société qui produit ce programme, s'est payé tout le casting des séries phénomènes de Canal+, La Flamme et Le Flambeau. Donc on aura Jonathan Cohen, Pierre Ninet, Adèle Exarchopoulos, Leïla Bekti, enfin tout ce petit Virginie monde. Efira aussi. c'est Alors drôle. voilà, Virginie Efira qui fait pas partie du François Damiens. casting, mais voilà, il y a François Damiens, Virginie Efira, Paul Mirabel, Ouais. tout ce petit monde pour nous faire rire. Alors le concept, on le rappelle, c'est 10 humoristes enfermés dans une salle pendant plusieurs heures, 6 heures exactement, et la règle c'est pas de rire. Ils n'ont pas le droit de rire, évidemment. Et le but, premier qui rit sort. voilà, le premier qui rit Enfin, il y a sort. un carton rouge Alors, au il y a départ. un petit carton rouge au départ, et puis après, c'est l'élimination. Évidemment, le but, c'est de faire rire tous ces petits camarades. Donc, c'est évidemment très drôle. À la base, c'est un concept qui a été imaginé au Japon sous le nom de Documental, et après, ça a été adapté dans plein de pays, Italie, Allemagne, Mexique, enfin voilà. Alors c'est rigolo parce que sur Prime Video, vous retrouvez toutes les versions des autres pays. Alors c'est un peu moins savoureux parce que évidemment on ne connaît pas les protagonistes. Là on les connaît, donc c'est vrai Ouais, qu'on c'est ça. C'est on ça. arrive à s'associer Oui, à eux. puis l'humour, c'est aussi Et puis, très culturel. Évidemment, Donc, évidemment. Mais je voilà. me suis amusé à regarder notamment la version québécoise. Et c'est drôle. Alors, même si on connaît personne finalement, parce que les humoristes québécois, voilà, ils n'ont pas réussi à traverser l'Atlantique. C'est ça. Sans chiffre précis, mais la saison 1 de LOL a été le programme le plus regardé sur Amazon Prime en 2021, en France. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est quand même une série, un concept qui a beaucoup de succès, et ça, ce qui m'amène à dire qu'en fait, Prime Video essaye de vraiment briser la frontière entre la télé et le web, parce que
ce concept-là n'est en fait qu'une grosse vidéo YouTube, un gros concept de sûr. vidéo YouTube. C'est un concept qui cartonnerait sur le web. On le voit bien avec les vidéos de Squeezie, qui est l'imposteur, etc. Et donc, en fait, voilà, Prime surfe beaucoup sur ce genre de concept. Et aussi Celebrity Hunted, où ils font venir plein de youtubeurs et c'est la chasse à l'homme. Ils ne doivent pas se faire repérer. Donc voilà, ça c'est des gros succès. Et ils surfent aussi beaucoup sur la télé-réalité, on l'a vu avec Cosmic Love de Nabila. Il y a aussi une rumeur comme quoi Secret Story reviendrait sur Prime Video. Alors, c'est pas officiel, mais on voit bien quand même que les gros succès qui marchaient sur le petit écran, donc en télé, arrivent sur Amazon Prime. Donc, c'est étonnant, messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais typiquement, LOL qui ressort, ça aurait pu être un programme de prime time d'M6 ou de W9, ou même, pourquoi pas, de seconde partie de soirée de TF1. Moi, plus format YouTube, je suis assez d'accord avec Laurent. On est vraiment dans les codes YouTube aujourd'hui. Ouais, mais c'est très premium quand même. Il y a toute la crème des humoristes. Je veux dire, enfin, c'est des produits hyper populaires finalement. C'est aussi beaucoup ce qui marche sur YouTube, on le voit. Je pense qu'ils sont contents d'en être aussi. Je pense que si aujourd'hui tu es un acteur ou un humoriste français, si t'es pas invité dans LOL, je veux dire, je pense que c'est aussi une médaille. Oui, bien sûr, c'est la consécration. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis le début, en fait, Amazon s'est inspiré de ce que faisaient certaines autres chaînes de télévision dans le passé, et ils ont signé beaucoup d'humoristes français. Et ils ont diffusé énormément de spectacles d'humoristes français depuis 3 ans. Ouais. Et donc ça a aussi permis, je pense, de constituer un vivier et de valider le fait que l'humour, c'est un truc qui fonctionnait plutôt pas mal. Voilà. Enfin, c'est assez intéressant de voir que de The Last of Us à LOL qui ressort, Prime Video aujourd'hui, et sans parler du foot, enfin voilà, de Roland Garros. Du foot, Roland Garros. C'est étonnant parce que finalement, on revient presque au code de la télévision traditionnelle. C'est assez amusant. Dans l'actualité aussi, c'est un événement puisque Apple TV vient de lancer, je crois que c'est ces jours-ci, sa première série produite pour en fait la France. Exactement, donc c'est Liaison qui sortira le 24 février, donc dans les prochains jours. Il me semble que tu as assisté à l'avant-première, François. Tout à fait, j'ai vu les 2 premiers épisodes. Pas encore vu. Mais voilà, c'est la première série française d'Apple TV+, avec Vincent Cassel, dont c'est la première série aussi, c'est la première fois qu'il joue dans une série. Il incarne un espion mercenaire. On a aussi Eva Green qui incarne une employée du gouvernement britannique, Gérard Lanvin, chef d'une officine, et Thierry Frémont en président de la République. C'est une coproduction franco-britannique par Stephen Hopkins et Virginie Brack, à qui on doit Engrenage. Donc voilà, le synopsis, c'est une histoire d'amour entre ce mercenaire et une employée donc du gouvernement britannique sur fond d'intrigues géopolitiques, corruption et espionnage. Et c'est 6 épisodes qu'on pourra découvrir du coup le 24 février sur Apple TV+. Et Stephen Hopkins, juste, c'est quand même le gars qui a fait 24 heures chrono, hein. Ouais. C'est pas rigolo, hein. Enfin, je veux dire, voilà, Mais Apple, c'est pas des rigolos. Non, hein. c'est pas des rigolos. Ils mettent énormément d'argent. Par contre, ils ont assez peu d'aura autour de Apple TV+, parce que ils communiquent pas. C'est un peu le concept. Non, ils communiquent pas, mais ils mettent du très très lourd. C'est la seule plateforme qui ne communique quasiment pas. Non, c'est clair. Mais oui, ils ont beaucoup de choses très quali, avec des gros castings. Mais là, pas énormément de programmes, mais on est sur du super quali quand même. Allez, après, pour avoir vu les 2 premiers épisodes, on sent qu'il y a des moyens monstrueux, enfin, je veux dire, qui... Sans limite. Alors peut-être pas sans limite, mais en tous les cas, pour une production française, on voit que c'est vraiment très très haut de gamme, c'est très bien filmé, etc. Après, c'est assez traditionnel dans le déroulé d'une histoire, quoi. Il y a pas de, enfin, je trouve qu'il n'y a pas de vraiment de grosses surprises. C'est plaisant. C'est plaisant à voir parce que bon, c'était les 2 premiers épisodes qu'on a pu voir. Voilà. Et voilà. On pourra retrouver faire votre propre avis tous les épisodes très bientôt sur TV+. Et il y a aussi du coup la 2e série française d'Apple TV+, qu'on attend courant 2023. On n'a pas encore de date, mais c'est The Grand Master Franklin in Paris avec Michael Douglas dans le rôle de Benjamin Franklin. Ça a été tourné principalement à Paris, mais aussi à Saint-Malo. Et voilà. Après Emily in Paris, c'est Michael in Paris, quoi. C'est voilà,
Voilà, Franklin in Paris, ça. exactement. Bon, je pense qu'on ne sera pas tout à fait sur le même genre de série, mais voilà, ça a été donc tourné à Paris et la série revient sur le voyage diplomatique de Benjamin Franklin en France pour obtenir le soutien dans la guerre d'indépendance qui opposait les colonies américaines au Royaume-Uni. Et c'est une production française là ou c'est une série américaine dont l'histoire se passe en France? C'est une production française. D'accord. Ouais, c'est Je une rappelle production que malgré tout, toutes les plateformes américaines ont des obligations aujourd'hui avec des quotas. Et donc Oui, forcément, ils font pas ça rien que pour nos beaux yeux. et, quoi, on est voilà. d'accord. Et donc là, on rentre dans le cycle vertueux où on va avoir de plus en plus de programmes français sur les plateformes. Bah, tant mieux pour Ouais, la production française. absolument, hein. absolument. C'est chouette. Voilà, on retrouvera aussi au casting Ludivine Sagnier, Thibaut de Montalembert, Jeanne Balibar. Voilà. Et enfin, ton dernier, alors j'allais dire coup de cœur, mais en tous les cas, la dernière actu que tu voulais nous mettre en avant, eh bien c'est un docu lié à l'actualité, un fait divers évidemment dramatique. Hein. C'était la disparition du vol Malaysian Airlines, on s'en souvient. Une histoire qui voilà, a alimenté tous les fantasmes, hein, parce que finalement on ne sait pas trop ce qui s'est passé de cet avion. Et Netflix va sortir un documentaire là-dessus. Oui, absolument. Un documentaire qui sortira du coup le 8 mars, jour du 9e anniversaire de ce Incroyable, triste cette histoire, accident. 3 épisodes, mais voilà, pas de résolution à la fin. On n'aura pas le fin mot puisque de toute façon cette affaire reste non résolue. Donc c'est sur le vol de la compagnie Malaysia Airlines qui reliait Kuala Lumpur à Pékin, qui a complètement disparu des radars et les 239 personnes à bord ont également disparu et personne n'a jamais eu le fin mot de cette histoire. Donc Netflix s'empare de l'affaire et sortira une série retraçant l'affaire et l'enquête et aussi tout le battage médiatique qu'il y a eu autour avec des témoignages des proches et on évoque différentes hypothèses de ce qu'il aurait pu se passer mais sans réponse. Oui, en espérant qu'un jour on puisse avoir l'épilogue de cette histoire-là, hein, puisque je crois que les enquêtes se poursuivent. Il y a eu des milliards dépensés dans la recherche, hein, de savoir où est cet avion, parce qu'on ne sait même pas où il est. Il y a des débris qui ont été retrouvés en 2015 et 2016, je crois. Mais bon, à La Réunion, le problème, c'est qu'avec les courants... de toute façon, ces débris ils ont pu parcourir des milliers de kilomètres. Quoi. Ça ne permet pas de dire réellement ce qui s'est passé. Ça reste un mystère total. Donc, Carton assuré pour cette série, forcément, Ouais, parce que c'est toujours fascinant. Pour l'anecdote, hein. c'est le seul crash d'avion depuis 40 ans qui n'a pas d'explication. Ouais. Tous les crashs sont expliqués, tu as des enquêtes de fous qui sont menées. Ouais. Alors, je recommande Mayday, qui est un super, pour ceux qui aiment bien les crashs d'avion. Enfin, les enquêtes sont passionnantes. C'est vrai, ça existe. Ça fait un moment que ça existe. Ah ouais, c'est vieux, mais tu as un côté enquête policière qui est assez incroyable. Ouais. Et c'est vrai que ce vol-là, c'est le seul on n'a jamais compris ce qui s'est passé. Ouais. C'est fou. Donc le 8 mars sur Netflix. Le 8 mars, 3 épisodes. Ça s'appelle MH370, l'avion disparu. Voilà. Merci beaucoup, Laure. Je t'en prie. Eh bien voilà, ça vous donne quelques petites idées pour passer votre prochain week-end. Laure Foulquier, donc, pour terminer cette ultra haute émission. Évidemment, c'était un plaisir que de vous retrouver. Merci à Guillaume, merci à Pascal. Guillaume, le cofondateur de Sens Critique, et Pascal Le Chevalier, qui conseille, évidemment, tous ceux qui ont besoin évidemment de points sur tout ce qui touche au marché de la SVOD. On se retrouve le mois prochain, bien évidemment. Merci de nous suivre à la fois sur la chaîne Tech & Co sur les box, mais aussi sur YouTube en VOD. À très vite.